Donc, vous savez que vous êtes là pour nous exprimer vos réactions orales sur l'opération de prise de contrôle de Next par SFR Altice. Et nous circonscrivons le débat à ce sujet, ce seul sujet, plus les sujets connexes qui sont incidents à cette affaire, mais sous l'angle de cette affaire. Vous savez que je suis rétif, Monsieur le Président, à être circonscrit, mais je vais faire un effort. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné un premier feu vert sous condition à l'opération d'acquisition de Next Radio TV, maison mère de BFM et de RMC, par SFR. Dans cette optique, le Conseil a donc publié son étude d'impact relative au projet de prise de contrôle de la société Groupe News Participation, actionnaire majoritaire de Next Radio TV, qui analyse les conséquences sur le secteur, les programmes, les recettes publicitaires, etc. Alors, si vous me le permettez, deux observations liminaires. Tout d'abord, je trouve qu'il est un peu regrettable que le CSA ne s'applique pas à lui-même les règles d'équité et d'égalité qu'il impose aux médias audiovisuels, puisque les interventions des tiers sont plus courtes de 15 minutes. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Mais surtout, qu'elles ne sont pas retransmises en direct. Et je trouve, alors si j'ai mauvais esprit, je dirais que ce qui vient d'être dit, ce qui a été dit par Canal et ce qui sera dit par Fiducial a moins d'importance. C'est dommage de circonscrire, c'est le cas de le dire, juste à cette salle, ces propos, parce que ce que je dis est peut-être pas intéressant, mais ce que vient de dire le monsieur, par exemple, Didiade, je trouve ça très intéressant, parce que je l'ai trouvé au corps du sujet, sur une problématique que je n'avais pas forcément imaginée. Le deuxième sujet, le deuxième point liminaire, je trouve que sur l'étude d'impact elle-même, c'est-à-dire on reste toujours un peu sur notre faim, puisqu'il y a des beaux logos, il y a toujours des belles images, etc., mais c'est des considérations d'ordre général. Et chaque fois que ça devient intéressant, il n'y a rien. Donc je sais bien que c'est le secret des affaires, mais si je prends par exemple le déficit net de la société, je prends quelques pages, mais c'est à peu près sur les 107 pages pareil, c'est accru de 1% en 2014 pour atteindre 1 euro. Cette perte nette supplémentaire de 1 euro en 2014. Alors si on regarde les plans d'affaires, etc., c'est pareil. Les recettes publicitaires, je regarde le compte de résultat de BFM TV, recettes publicitaires rien, redevances distributeurs rien, autres recettes rien, charges de personnel rien, etc., etc. Moi, enfin, je suis plutôt dans une société du chiffre, même si j'ai plutôt une formation littéraire, mais je trouve qu'il est difficile de se faire une opinion sérieuse quand on est auditeur, commissaire aux comptes, expert comptable, avocat, banquier, sur une étude d'impact macroéconomique qui va impacter l'ensemble de la profession. Et moi, je ne sais pas faire, honnêtement, je n'y arrive pas. Ces deux propos étant assumés, donc revenons à nos moutons. Donc le CSA a indiqué dans sa conclusion, je cite, de par sa dimension internationale, sa puissance financière et sa présence sur les différents maillons de la chaîne de valeur du secteur audiovisuel, le groupe SFR est susceptible de contribuer au renforcement des positions des services de télévision et de radio édités par le groupe Next Radio TV. Alors, c'est une sémantique effectivement optimiste, volontariste, qui masque, de mon point de vue, de notre point de vue, largement la réalité, car la puissance financière de SFR, ça résume surtout à 50 milliards d'euros de dettes. Ils en sont à vendre les pylônes, je dois dire. Ça ne vous a pas échappé. Et aujourd'hui, à partir du 2 novembre 2017, le cours de bourse s'est complètement effondré. Le groupe a perdu 55% de sa valeur. Je l'avais dit d'ailleurs, vous vous en souvenez, dès 2014. Et l'action, j'ai vérifié, est à ce jour même à 7 euros. 7 euros. Donc après avoir acheté à dette d'or des médias comme BFM TV, des droits sportifs, comme la Première Ligue anglaise de football si chère à M. Ousmanoff, on comprend mieux sa présence a posteriori, SFR est attendu au tournant sur sa capacité à augmenter le revenu moyen par abonné, et on sait l'hémorragie d'abonnés dont est victime la société. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est bien tout le groupe qui pourrait en faire les frais. D'une part, parce que SFR pèse près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe, plus de 23 milliards d'euros, et d'autre part, parce que les boursicoteurs anticipent déjà que les activités américaines d'Altis, qui représentent plus du tiers du chiffre d'affaires du groupe, suivent la même trajectoire catastrophique de SFR. C'est-à-dire grossièrement que la génération de cash issue des baisses de coûts s'érode si trop de clients partent. Ça, c'est une loi économique élémentaire. Ce qui, dans ce cas, plombera le remboursement de la dette. Et d'ailleurs, il n'y a aucune corrélation entre la valeur d'une entreprise et sa valorisation boursière, mais c'est un autre sujet. Sur numéro 23, vous en avez parlé, Madame Interman, à Fidji, le Conseil fait aujourd'hui preuve d'une certaine prudence, et c'est heureux.
et souligne que la chaîne doit garder son caractère de chaîne de la diversité, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la diversité de numéro 23, même si j'aime bien Truchot et Marchal, c'est au titre de la diversité, paraît-il, et ne pas devenir une chaîne généraliste qui était la règle de base de l'appel à candidature. Même si la diversité ne saurait être l'apanage d'une seule chaîne de télévision. Ça n'a pas de sens d'incarner la diversité sur une seule chaîne, surtout si elle n'a pas des résultats exceptionnels, ça me semble un peu hors de saison. Alors, je voudrais vous parler des 3 délibérations du CSA qui ont été publiées au journal officiel de la République française les 8 juin, 30 juillet et 1er août 2017. Alors d'abord, la délibération du 7 septembre 2016, publiée le 8 juin 2017. Donc il s'agissait pour le Conseil d'approuver le projet d'avenant numéro 4 à la convention conclue avec la SAS Diversité TV France le 3 juillet 2012, date officielle de l'attribution du canal 23. Le délai nécessaire de 10 mois précédant la publication au JO de cette régularisation demeure totalement inexpliqué à ce jour. Rappelons que le 12 avril 2012, c'est pas neutre, M. Ouzelot avait souscrit 100% des 10 000 actions au nominal de 1 euro, formant le capital de Diversité TV France. L'immatriculation au tribunal de commerce de Paris devenait effective 5 jours plus tard. Le 7 avril 2016, la bien nommée Faux Holding, Pascal Ouzelot Holding, devenait l'actionnaire unique de la SAS Diversité TV France. Le même jour, 2 membres du comité de surveillance de Diversité TV France, M. Nicolas Brunel et Andrei Dimitrov, démissionnaient, puisque comme le prévoyait le protocole conclu le 1er avril 2016 entre Pascal Ouzelot et le président de Next Radio TV, M. Alain Veil, ce dernier devenait détenteur de 33% des droits de vote après avoir souscrit 11 millions et quelques d'actions nouvelles et valorisant Diversité TV à plus de 88 millions d'euros. On est parti de 10 000 euros, je le rappelle. Deuxième délibération, celle du 26 juillet 2017, publiée le 30 juillet. Cette décision du CSA portait agrément de la modification du contrôle de la société Diversité TV France et autorisait celle-ci à exploiter le service de télévision à caractère national, en clair, par voie hertzienne, terrestre en haute définition, dénommé numéro 23. Les considérants 3 et 4 méritent une attention toute particulière. Je cite, « La seule modification de contrôle de la société Diversité TV France n'est pas de nature à compromettre l'intérêt fondamental de pluralisme et l'intérêt du public. Que si le Conseil a relevé une méconnaissance de certaines obligations conventionnelles à la programmation du service au cours des exercices 2015 et 2016, ces manquements ne sont pas, au regard notamment de leur objet et de leur ampleur, susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l'agrément sollicité par Diversité TV France, qu'en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément, fermez les guillemets. Si le CSA prenait acte de la prise de contrôle du capital de Diversité TV France par Next Radio TV, il n'y avait étonnamment pas lieu de faire précéder l'agrément sollicité par la société Diversité TV France par une étude d'impact. Cette étude d'impact, je l'ai d'ailleurs demandée à plusieurs reprises au président du CSA et je n'ai pas eu de retour. Je peux vous lire, si vous voulez, j'ai le mail, mais on n'a pas beaucoup de temps. On m'a juste dit, j'ai écrit parce que je n'avais pas de réponse au directeur de cabinet de l'époque du président, il m'avait dit bon courage. Du courage, j'en ai, et du temps un petit peu. La délibération du 5 juillet est publiée le 1er août 2017. Oui, je l'ai ici. Monsieur le Président, c'est en date du 22 avril 2016, ainsi que l'a confié M. Ouzelot au journal Le Monde le 12 avril. Le droit a été dit enfin, le Conseil d'État a donné raison au numéro 23 sur tous les points. Nous n'avons pas commis de faute et encore moins de fraude. Nous avons décidé, avec leur accord, de remplacer l'ensemble des actionnaires minoritaires de la chaîne, plusieurs hommes d'affaires, dont Xavier Niel, actionnaire du Monde, ainsi que le groupe russe UTH, par un opérateur industriel dynamique sur le marché français, Next Radio TV. Je remercie son fondateur d'accepter une position minoritaire, etc. Alors moi, je demandais simplement, s'agissant d'une modification substantielle, c'est la loi de 86, au vu desquelles l'autorisation a été accordée à la société Diversité TV, je vous serais infiniment reconnaissant s'il vous était possible de m'indiquer si le CSA comptait réaliser une étude d'impact avec audition de tiers. J'ai cru comprendre via différentes interviews que votre Conseil considérait ce dossier comme clos, on est en avril 2016, tout en indiquant qu'il n'avait pas les moyens de ses missions. J'y reviendrai. Dès lors, doit-on comprendre que l'étude d'impact publiée en juillet 2015 est toujours d'actualité et qu'il n'y en aura pas d'autre? Si tel était le cas, je vous serais gré de me le confirmer, car sauf erreur de ma part, je n'ai rien vu à ce sujet sur le site, etc. Donc, je n'ai pas eu de réponse, et j'ai écrit à l'époque à Michel Combeau. Pour info, ce serait quand même bien que l'on sache, merci bien amicalement, Didier Maisto,
Il m'a répondu « Bon courage ». Sur la délibération du 5 juillet, c'est un peu aride, mais c'est nécessaire pour la démonstration, puisqu'on n'est pas là pour faire de la littérature. Je reviendrai pour vous parler de Gide, si vous voulez, mais là, on est dans une étude d'impact. Donc, au vu du rapport d'exécution des obligations et des engagements adressés au CSA par numéro 23 au titre de l'exercice 2015, le 3 juin 2016, le régulateur notifiait le 4 novembre 2016 à l'exploitant sa décision d'engager à son encontre une nouvelle fois une procédure de sanction. Plus de peur que de mal, in fine, puisque le 5 juillet 2017, le CSA considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de Diversité TV France, car, je cite, des progrès significatifs, quoique encore insuffisants, ont été réalisés en 2015. Fermez les guillemets. La chaîne dont l'autorisation d'émettre avait été retirée par le CSA, avec des attendus particulièrement sévères et cinglants, vous vous en souvenez, était d'un coup d'un seul, pour la même période, balayée. Alors, sur la réalisation elle-même de l'acquisition de 49% de Next Radio TV en mai 2016, SFR a donc finalisé, le 12 mai 2016, la reprise de la participation indirecte d'Altis NV dans Next Radio TV, annoncée le 27 avril 2016. Dans le cadre de cette opération, SFR a adhéré au pacte d'associés conclu par le groupe Altis avec la société holding de M. Veil, News Participation, définissant ainsi les relations des parties au sein d'Altis Content Luxembourg. SFR s'est substitué au groupe Altis au titre des promesses de vente et d'achat croisées conclues le 3 décembre 2015 et portant sur la participation de 25% de News Participation dans le capital d'Altis Content au Luxembourg, exerçable à compter de 2018, hormis en cas de cessation des fonctions de M. Veil. Ce qui est en voie d'être entériné aujourd'hui, avec cette étude d'impact, c'est le fait que l'attribution à titre gratuit, je reviens sur le contenu aussi, d'un actif public, et là je parle du citoyen, puisque c'est en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État, a donné lieu à un enrichissement personnel de près de 100 millions d'euros, au profit principalement d'une personne physique, sans compétences reconnues, loin s'en faut, puisque quand on regarde tout l'historique Ping TV, on ne peut pas dire que le CSA n'ait pas été au courant, et sans surface financière à l'époque des faits. C'est extrêmement choquant. Pourtant, le pire n'est jamais sûr, et j'y reviendrai. Un petit mot sur la commission d'enquête. Qu'il me soit permis de rappeler qu'en adoptant le 13 juin 2016 la proposition de résolution créant une commission d'enquête sur les conditions d'octroi d'une autorisation d'émettre à la chaîne numéro 23 et de sa vente, l'Assemblée nationale a souhaité que la lumière puisse être faite sur 3 séries de faits. Premièrement, les circonstances dans lesquelles une autorisation d'émettre a été octroyée à la société Diversité TV France pour diffuser la chaîne 23. Deuxièmement, pour que les contrôles mis en œuvre, par le régulateur pour vérifier le respect des engagements qu'elle a souscrits. Et enfin, les conditions dans lesquelles ont évolué son actionnariat et son contrôle, ce qui est un point clé. En 6 mois, la commission d'enquête a procédé à 40 auditions de tous les acteurs du dossier, sans a priori aucun. Elle a ainsi sollicité tous les concurrents à l'appel à candidature, dont votre serviteur, les mandataires de la chaîne numéro 23, les investisseurs putatifs ou avérés, ils étaient plutôt putatifs parce que ceux qui étaient avérés, ce n'étaient pas les bons, au capital de la société éditrice, des membres du gouvernement, non des moindres, des cabinets et d'administration chargés de l'audiovisuel au moment des faits, et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant eu la responsabilité de sélectionner la candidature de numéro 23, puis de contrôler son évolution capitalistique et le respect de ses obligations éditoriales. La commission, qui était pluripartie, par essence, par nature, a pu acquérir la conviction qu'il y a une volonté farouche de monnayer une autorisation d'utiliser le domaine public hertzien. En définitive, ce que révèle ce dossier, c'est autant les agissements de personnes habiles à se saisir d'un thème porteur pour obtenir, exploiter puis vendre un service de télévision dans un contexte de rareté des fréquences, que les limites d'un système de régulation qui a été impuissant à préserver l'intérêt général. Le rapporteur a en outre fait un signalement, article 40, au procureur général près la Cour d'appel de Paris. Alors que Diversité TV France vient de lever 5 millions d'euros en octobre 2012 et de commencer ses émissions le 12 décembre 2012, plusieurs opérations capitalistiques sont réalisées sans que le CSA en soit tenu informé.
Car il faut savoir ce qu'est cette chaîne, d'où elle vient, avant de savoir si la sonnette d'entrée fonctionne et si sa présence ne va pas déstabiliser les marchands de sonnettes. Le 27 décembre 2012, une société par action simplifiée est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, Faux Holding, dont M. Pascal Ouzelot est l'associé unique, il est associé avec lui-même, et dont le capital social est de 10 000 euros. Le 15 janvier 2013, M. Ouzelot décide de faire rapport à Faux Holding des 10 000 actions qu'il détient dans Diversité, TV France. Le 6 février 2013, Faux Holding porte son capital social. Oui, c'est le même sujet, je sais que vous allez me dire, mais moi je vous dis que c'est le même sujet. C'est le même sujet. Je suis au cœur du sujet, et parfois, pour être au cœur du sujet, il faut faire des détours. Je sais. Mais par ailleurs, on a 3 quarts d'heure en tout, questions comprises. Oui. Voilà, je sais, mais je ne crois pas que mon exposé appelle des questions. Ah. Voilà. Je crois que c'est un constat. Je crois que c'est un constat, et je vous demanderai de prendre, de prendre des responsabilités. C'est tout. Je veux dire, une fois, moi je suis là juste pour établir un certain nombre de faits et de les corréler, puisque j'ai été le premier à dévoiler tout ce qui se passerait aujourd'hui. Hein, vous m'en êtes témoin. Donc je préfère prendre ce temps de parole, voilà, pour... Oui, c'est hallucinant, mais comme ça. Donc, le principe d'un échange, c'est qu'on puisse échanger. Mais c'est oui, peut-être leur si principe, voulez, peut-être. Oui, si vous voulez, on peut échanger. Je vais faire plus court, alors. Je vais faire plus court. Le contenu du pacte d'actionnaires et la rédaction, donc je vais enlever toute l'opération qui consistait à expliquer en fait comment on est arrivé de 10 000 euros à 28 millions d'euros, à 67 millions d'euros, puis à 88 millions d'euros en claquant des doigts, c'est-à-dire avec des actions nominales à 1 euro. Vous les vendez à vous-même, vous créez des actions, c'est les effets Harry Potter. Vous dites, vous les valorisez parce que la fréquence, parce que les fréquences sont rares, et vous dites, vous valorisez simplement, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'engagement, les investisseurs sont inconnus et le pacte d'actionnaires est dissimulé au CSA, et vous arrivez au bout, sans que cette chaîne soit exploitée, à 88 millions d'euros. Le contenu du pacte d'actionnaires, dont on m'avait dit qu'il n'existait pas, et que j'ai moi-même publié 2 jours après, parce qu'on m'avait dit que je rêvais que le pacte d'actionnaires n'existait pas, qui a été dissimulé 18 mois au CSA. Et la rédaction de sa clause de liquidité ne correspond pas à la concrétisation d'un investissement industriel. Son article 4.1 scelle l'accord des 2 actionnaires sur une cession totale de la chaîne dès que raisonnablement possible, je cite, après janvier 2015, permettant à UTH Russia une sortie du capital qui, ouvrez les guillemets, devrait par conséquent être achevée dans le courant de 2015, soit 14 à 26 mois après son entrée effective dans l'actionnariat de la société. Une clause de liquidité a vocation à garantir à l'actionnaire minoritaire la possibilité de retirer la valeur de son investissement. Et il est clair que la vente de l'ensemble de la société valorise cet investissement mieux que la vente de la seule participation minoritaire. Mais autant on aurait pu être convaincu du caractère classique de la clause de liquidité si celle-ci avait ouvert la possibilité de vendre à tout moment après janvier 2015, terme de la clause de non-cession de 2 ans et demi, autant l'expression dès que raisonnablement possible après janvier 2015, la mention d'une date butoir pour la vente et l'engagement formel de Faux Holding à tout mettre en œuvre pour y parvenir démontre que l'engagement du TH Russia correspond à une démarche de capital risque, donc de plus-value à court terme, voire de portage financier, plutôt qu'à une démarche d'investissement au long cours dans le développement d'une chaîne de télévision. Et Dieu sait qu'une chaîne de télévision, ça coûte cher. Je rappelle que dans le dossier de candidature qu'on avait déposé, on n'était pas loin de la réalité. On avait prévu 100 millions d'euros sur 5 ans. C'est ce que coûte une chaîne de télé, à peu près entre 20 et 25 millions par an. Les radios, ça coûte un peu moins cher, mais ça coûte aussi. Le calendrier des faits de janvier 2013 à avril 2015, des multiples opérations financières, tout, absolument tout, précipite le destin du numéro 23 vers la vente à court terme. Tous ces faits démontrent qu'il n'existait pas dès l'origine de modèle économique pour cette chaîne de la diversité. Son avenir ne pouvait donc se concevoir que dans le cadre d'un rapprochement capitalistique, valorisant le seul actif de la société, sans autorisation d'émettre sur la TNT, dans un contexte, je l'ai dit, de rareté des fréquences. Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 2 de la loi 86-1067 du 30 septembre 86, concernant aussi bien la connaissance de l'identité des propriétaires de la société disposant d'une autorisation d'émettre que de la mise en œuvre du dispositif de contrôle des concentrations et positions dominantes sur les marchés audiovisuels et de la presse, il est nécessaire que le CSA suive l'évolution
capitalistique des sociétés éditrices et des sociétés qui le contrôlent. À chaque évolution du capital de Diversité TV France, les procédures de contrôle ont été actionnées de manière plutôt légère. Dans le dossier de candidature de Diversité TV France, remis le 10 janvier 2012 au CSA, son capital de 10 000 € est décrit comme étant uniquement détenu par M. Pascal Lousselot, mais il est dit que prochainement, entre guillemets, prochainement, une augmentation de capital aurait pour effet de réduire sa part à 50% par entrée autour de table de plusieurs actionnaires nommément identifiés. Alors que l'identité et la surface financière des actionnaires pressentis ont été un point essentiel dans la sélection de cette candidature du 27 mars 2012, le CSA signe 3 mois plus tard une convention sans que ces personnes soient entrées au capital. Si les lettres d'engagement annexées au dossier de candidature prévoyaient que les apports en capitaux, le financement effectif de la chaîne, étaient conditionnés à la délivrance de l'autorisation du CSA, l'augmentation de capital prévue par le dossier ne les obligeait qu'à participer pour un montant total de 9 996 €, bien loin des 20 millions d'euros auxquels ils s'étaient conjointement obligés en cas de délivrance de l'autorisation. Il aurait été bienvenu que le régulateur demande, dans les 3 mois durant lesquels la convention a été négociée, que l'augmentation de capital annoncée soit mise en œuvre avant la signature de la convention. On aurait évité tous les problèmes. Le rapport présenté au collège du CSA lors de son assemblée plénière du 3 juillet 2012 pour approuver les conventions négociées par le groupe de travail Télévision nationale privée gratuite ne fait aucune mention de cette différence notable, essentielle, cruciale, entre le dossier et le projet de convention. La convention signée le 3 juillet 2012 prend acte de ce que Diversité TV France est contrôlée à 100% par M. Pascal Lousselot et fait fi de l'absence de cet actionnariat stable et solide qui a été normalement un critère clé pour retenir ce dossier. C'est par une lettre simple, en date du 21 janvier 2014, que M. Lousselot informe le CSA de l'arrivée de la société UTH Russia au sein du capital de la société Diversité TV France, à hauteur de 15%, cette arrivée ayant été décidée le 21 octobre 2013 par l'Assemblée générale mixte des associés. À cette occasion, le CSA apprend de manière tout à fait incidente que la société FO Holding s'est substituée à M. Lousselot dans l'actionnariat de la société Diversité TV France pour 72,25% de son capital. Le 3 mars 2014, le directeur général du CSA demande à la société Diversité TV de bien vouloir lui communiquer divers documents relatifs à cette modification de capital, notamment une copie de l'éventuel pacte d'actionnaires conclu à cette occasion ou l'engagement de l'absence d'un tel pacte. Le 24 juin 2014, la société Diversité TV France transmet certains documents au CSA, tout en précisant que des discussions sont en cours avec les différents actionnaires pour établir un pacte, nous ne manquerons pas de vous transmettre celui-ci, etc. Il ressort des statuts de la société Diversité TV France, modifiés à l'issue de l'augmentation de capital, décidé le 21 octobre 2013, qu'un pacte d'actionnaires avait été conclu le même jour. L'instruction menée dans le cadre de la procédure de sanction révélera ensuite que ce pacte conclu entre les sociétés FO Holding et UTH était discuté dès le mois de mai 2013 et qu'un term sheet comportant la liste des conditions relatives à l'investissement d'UTH dans le capital de Diversité TV France avait été signé par les parties le 24 juillet 2013. Alors moi, je veux bien qu'en fin de course, on regarde une étude d'impact en disant telle chaîne dépense X milliers d'euros pour faire sa publicité et ça représente tant de pourcents, on ne sait pas combien d'ailleurs de son budget. Il faut voir quel est l'acte générateur au départ. Et pourquoi cet acte générateur est frauduleux. Et pourquoi le pacte d'actionnaires faisant intervenir des puissances étrangères, puisque, que je sache, la Russie ne fait pas partie de la communauté européenne, pourquoi ce pacte est entaché de fraude. Et pourquoi toutes les opérations en cascade, la vente de numéro 23 à Next Radio TV et la vente de Next Radio TV à SFR est entachée de nullité. Le pacte d'actionnaires sortira miraculeusement d'un tiroir le 26 mai 2015. Et pour cause, par une lettre du 9 avril 2015, la société Diversité TV a demandé au CSA d'agréer sa prise de contrôle par la société Next Radio TV. Le crime était presque parfait. Dès la réception de la lettre du 21 janvier 2014, le CSA fuse de façon incidente que FO Holding s'est substitué à Pascal Lousselot dans la détention du capital, donc
dans le contrôle de la société éditrice. Ce mouvement justifiait à lui seul l'application des dispositions introduites par la loi du 15 novembre 2013 au sein de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 86 qui prévoit que toute modification du contrôle d'une société détentrice d'une autorisation d'émettre un service de la TNT doit faire l'objet d'un agrément par le CSA. Lorsque cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l'agrément doit être précédé d'une étude d'impact, ce qui nécessite de prévoir une procédure longue de consultation des acteurs du secteur. Je rappelle, je vais faire du coup, que la question d'une éventuelle cession de numéro 23 était depuis longtemps posée. On se souviendra de l'échange intervenu entre M. Pascal Ouzelot et Mme Memona Interman à Fidji lors de l'audition du 13 octobre 2015. Celle-ci a déclaré, lors de ma première année d'arrivée ici, en 2013 puis en 2014, je vous ai posé de la question de la vente puisque des bruits circulaient que vous aviez constamment démenti. Nous avions de notre côté soulevé cette question dès la fin de l'année 2012. Alors que les législateurs ont multiplié les procédures et diversifié les instruments juridiques mis à la disposition du CSA pour réguler efficacement le secteur de l'audiovisuel, et les mouvements capitalistiques autour des détenteurs d'autorisation, parce que pour avoir des contenus, il faut bien qu'il y ait des gens qui payent, c'est pas neutre. Le CSA, parce qu'il avait un temps cédé à des injonctions politiques, que nul n'a sérieusement contesté d'ailleurs devant la commission d'enquête, le CSA s'est donc retrouvé prisonnier de ses décisions initiales et s'est concentré sur des sujets annexes, quoique très médiatiques, plutôt que le suivi de l'actionnariat des chaînes, alors même que Diversité TV France avait déjà montré des évolutions problématiques durant sa très brève existence. Et quand le CSA a retiré à numéro 23 l'autorisation d'émettre, il s'est positionné à titre principal sur le terrain de la fraude, en évoquant dans sa décision de manière indifférenciée les notions d'abus de droit, de fraude et de fraude à la loi qui ne se superposent pas complètement. Comme l'a souligné l'excellente rapporteure publique du Conseil d'État, amenée à se pencher sur le recours déposé contre la décision de retrait, le CSA reproche à Diversité TV France d'avoir commis des fraudes à la loi et non des fraudes. Inévitablement, après avoir jugé sévèrement la qualité de l'argumentation développée dans la décision, la rapporteure publique a proposé au Conseil d'État d'écarter le motif de la fraude à la loi, non étayé par des faits précis, au moment de la délivrance de l'autorisation d'émettre. Elle a cependant proposé de valider la décision en estimant que la modification de la composition de l'actionnariat dans les conditions décrites au dossier pouvait être considérée comme une modification substantielle justifiant de retirer l'autorisation de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. Elle n'a pas été suivie sur ce point par le Conseil d'État, qui, dans son arrêt du 30 mars 2016, a estimé que le motif invoqué de la fraude à la loi était déterminant dans le dispositif de la décision attaquée et que sa vacuité imposait d'annuler celle-ci. Subtil, long et bien commode. Alors là encore, le motif sur lequel ont travaillé les services du CSA ne devait rien au hasard. L'instruction en cours m'oblige à une certaine réserve sur ce point, mais je peux simplement dire que certains acteurs du dossier ont témoigné sous serment à propos des instructions reçues, qui leur semblaient devoir conduire tout droit à l'échec et à l'annulation de la décision du CSA par le Conseil d'État. On est parti sur une fausse piste. C'était ronflant, c'était cinglant, mais ça tapait à côté. Mais vous n'êtes peut-être pas juriste. En premier lieu, le Conseil d'État a rappelé que le CSA peut retirer à tout moment une autorisation d'émettre délivrée à un éditeur de services audiovisuels en cas de révélation d'éléments établissant que l'autorisation a été obtenue par fraude. Mais qu'il appartient alors au CSA de démontrer le cas échéant par un faisceau d'indices l'existence de cette fraude. En deuxième lieu, le Conseil d'État a précisé que le propriétaire d'actions d'une société titulaire d'une autorisation délivrée par le CSA a le droit de céder tout ou partie de ces actions à condition de respecter les dispositions de la loi de 86. La circonstance que le prix des actions tienne compte du fait que la société dispose d'une autorisation et que le vendeur réalise une plus-value ne suffit pas, c'est vrai, pour regarder l'opération comme illicite. En revanche, le fait de solliciter une autorisation dans le but exclusif de réaliser une telle plus-value, sans avoir réuni les moyens nécessaires pour exploiter le service, conformément aux engagements souscrits lors de l'appel à candidature, présenterait bien le caractère d'une fraude. Bien que le Conseil d'État ait rappelé que selon un principe général du droit,
une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droit au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a délivrée. Il a également relevé que c'était au CSA de démontrer, par un faisceau d'indices, l'existence de la fraude. Or, le CSA a expliqué ne pas disposer des moyens d'investigation nécessaires pour assurer un tel contrôle, ainsi encadré par le juge administratif. En conclusion, je dirais, mesdames et messieurs les conseillers, que nous avons désormais tous les éléments du puzzle. Depuis 2012, comme on n'a pas, ni vous ni moi, le don de voyance, tout ce qui avait été pressenti, écrit, analysé, s'est déroulé exactement de la manière qui avait été décrite en 2012. Par le biais de l'étude d'impact, il nous est demandé de nous prononcer à titre subsidiaire, alors qu'à titre principal, la loi a été violée de façon constante de 2011 à 2018. Nous sommes aujourd'hui à un moment clé, et c'est là où vous voulez en venir. Votre responsabilité est historique. Je sais ce que vous avez dû subir dans cette affaire de délivrance et de retrait des autorisations, et j'imagine les horreurs qu'on a dû vous dire au sujet du fiduciaire. Mais vous le savez bien désormais, nous estimons que l'institution que vous représentez a été influencée par des politiciens indélicats et des délinquants chevronnés, dont le premier d'entre eux se présentait partout, comme je cite, le vrai président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Son principal lieutenant m'avait dit un jour, devant témoin, tout est consigné, quand le président de la République dit quelque chose, le président du CSA écoute et s'exécute, vous vous en souvenez, madame la conseillère. Je rappelle que nous connaissons la liste des chaînes lauréates dès le mois de décembre 2012. En assumant de retirer l'autorisation d'émettre à une chaîne de la TNT, même si on vous en a imposé le motif du retrait, vous avez fait preuve de courage et d'un certain panache. J'avais eu l'occasion de vous le dire. Votre responsabilité est historique, oui, aujourd'hui, parce que les temps ont changé. Les lois s'appliquent même à ceux qui pensaient s'en absoudre. Vous avez fait 90% du chemin. Il vous reste à écrire la fin de l'histoire. Si vous n'accordez pas votre agrément relatif à la prise de contrôle de Next Radio TV par SFR, vous ferez œuvre utile et serez en accord, au moins avec votre conscience. Parce que j'en ai parlé avec les uns et les autres de manière individuelle, et je sais, mais je ne veux pas dévoiler ce que vous pensez de cette affaire. Vous avez aujourd'hui tous les arguments juridiques. Vous avez tous les arguments juridiques. Fraus omnia corrompuit. Rien n'échappera à cette fraude, qui va tout entacher. La sanction frappera l'inefficacité juridique, le résultat ainsi obtenu. L'acte générateur, qui a été réalisé dès l'appel à candidature d'octobre 2011, et imaginé sans doute bien avant, en utilisant des moyens déloyaux, destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois, ne restera pas impuni. Une plainte avec constitution de partie civile est en cours d'instruction au pôle financier Paris pour favoritisme et recel de favoritisme. Les documents sont accablants. Les indices graves ou concordants, et à la différence d'autres volets de cette même histoire, car c'est la même histoire, qui est très médiatisée depuis le début de la semaine, les preuves sont nombreuses. Ce que je vous demande aujourd'hui, et je sais que je peux être un peu aride et un peu pénible dans mon exposé, mais je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour rappeler la loi. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de rendre à César ce qui est à César et aux Français ce qui leur appartient. Il ne saurait être question d'autoriser et d'entériner toute une série de manœuvres, aboutissant aujourd'hui à nourrir un groupe qui fera faillite, car on ne rembourse pas 50 milliards de dettes. Et c'est le groupe fiducial, pas mon entreprise qui vous le dit aujourd'hui. On ne rembourse pas 50 milliards de dettes. Je vous invite à regarder la charge de la dette à partir de 2020 et de 2021. Ce n'est pas remboursable. On vend les pylônes aujourd'hui. Et M. Drahi, que j'ai vu en commission au Sénat, disait, quand j'avais 50 000 francs de dette, c'est moi qui ne dormais pas. Quand j'ai 50 milliards, c'est les banquiers qui ne dorment pas. Mais non, les banquiers, ils dorment très bien. Et aujourd'hui, la pression a changé de camp. Donc c'est un moment historique. Ne nous y trompons pas. Il est choquant d'avoir
d'avoir autorisé un aigrefin, je reprends la terminologie de M. Schramek, à propos de Pascal Oslo, à obtenir une chaîne gratuite. Surtout que celui-là avait lui-même influencé le CSA durant 10 ans, en dépit de la catastrophe PIC TV. Des membres auditionnés par la commission d'enquête pensaient que M. Oslo était un membre du CSA. Il faut quand même le savoir. Il serait encore plus conséquent, il serait encore plus choquant, une fois toute l'histoire connue, de lui permettre de s'être déjà enrichi personnellement dans des proportions gigantesques et de permettre, à partir d'un appel à candidature, vicié dès le départ, à une nébuleuse de faire son marché et d'accroître de façon déloyale ses positions dans le secteur audiovisuel. Et le monsieur Diliade, son directeur général, je crois, l'a bien dit, ça pose en plus toute une série de problèmes entre les diffuseurs et les distributeurs. Parce qu'effectivement, des chaînes qui étaient auparavant gratuites, on va s'en servir pour faire des profits indus. Donc ce courage, mesdames et messieurs les conseillers, il est en vous. Prenez la décision qui s'impose. Redorez le blason de l'institution. Osez. Opposez-vous. Soyez du côté des gens compétents, honnêtes, sincères, et n'ouvrez pas plus grand la porte aux marchands du temps. C'est vous, et seulement vous, qui aurez le dernier mot. Vous êtes une autorité administrative indépendante. Usez de vos prérogatives. Je vous remercie. Monsieur le Président, après ce long exposé en forme de monologue, puisque vous l'avez voulu tel, je vous confirme qu'il n'appelle strictement aucune question de la part des membres du Collège. Je vous remercie.